Le 127e épisode des Technos qui sera pour l'essentiel consacré à Apple cette semaine. Mais pas que, vous vous en doutez, on va parler technologie à notre sauce, comme on a l'habitude de le faire, en tout cas comme mes petits camarades ont l'habitude de le faire. De ce côté-ci, Bruno, salut Bruno, et puis de ce côté-là, Xavier. Oui, c'est la même équipe que la semaine dernière. On va parler technologie à notre sauce, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire notre revue de presse technologique de la semaine, donc on ne sait pas parler de tout, évidemment, et en particulier, on ne vous parlera pas de ce qui s'est passé ce jeudi, puisque exceptionnellement, nous enregistrons cet épisode mercredi soir. Comme ça, vous savez tout. Donc on va parler pour l'essentiel de ce qui s'est passé à début de cette semaine, et en particulier de la keynote Apple. Mais avant cela, on va passer peut-être en revue le courrier des auditeurs, parce qu'on a eu pas mal de courriers, me semble-t-il. Dans le courrier des auditeurs, Xavier, toi tu avais relevé 2-3 choses. On va commencer par quoi? On va commencer par ceci par exemple, le courrier de Burnout 220, un habitué de l'émission. Xavier, selon moi, tu as oublié 2 types de Switch Cherry, le blanc et le silver. C'est par rapport au hors-série consacré au clavier mécanique la semaine dernière. Dis-nous tout. Alors Bruno, tu as raison, j'ai effectivement pas mentionné ces 2 types de claviers, de Switch, pardon. Il y en a d'autres également qui sont beaucoup plus rares, mais j'ai décidé de parler simplement des plus répandus. C'est ceux que vous trouverez le plus facilement. Après, pour ceux que ça intéresse, je mets un lien vers le site de Cherry où vous pourrez voir une description complète des différents modèles, mais il y en a qui ne sont pas repris parce que, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus rares et qui sont plutôt destinés à des claviers bien précis. D'accord, au moins ça c'est précis comme réponse, même si il y a des choses qui sont moins précises. On va s'en sortir, on est tous un petit peu fatigués en milieu de semaine. Autre message, tenez, celui-ci c'est via Google+, tiens, qu'on l'a reçu. C'est toi-même qui l'as repéré, Xavier. Effectivement, donc c'est David qui m'a envoyé un petit rectificatif par rapport à ce qu'on a dit dans le hors-série, toujours sur les claviers mécaniques, quand on a parlé de l'anti-ghosting. Et en fait, on avait dit que ça pouvait notamment être causé par des problèmes d'isolation ou de parasitage. Alors en réalité, il nous corrige, et c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est pas vraiment lié à un problème d'isolation ou de parasitage, mais c'est plutôt lié au fait que simplement, la technologie utilise une espèce de matrice pour chaque touche qui va permettre d'identifier verticalement et horizontalement les touches. Donc chaque touche est positionnée sur une ligne verticale et horizontale, et le croisement de ces lignes permet d'indiquer quelle touche a été pressée. Alors il n'y a pas de souci tant qu'on a 2 points qui vont être sur la même ligne, puisque la ligne opposée va permettre de les identifier séparément. Mais le problème de ghosting va se poser. Le ghosting, on rappelle que c'est quand des touches ne sont pas détectées. Le problème va se poser quand on a plusieurs touches qui sont simultanément sur la ligne verticale et contrées par des lignes horizontales qui viennent empêcher cette détection. Donc il y a des images qui sont mises pour ceux qui vont voir, et je vais mettre un petit lien également qui nous a été envoyé par David qui permet de bien expliquer ce cas-là pour ceux que ça intéresse. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème-là en général? Soit on va rajouter plus de lignes dans la matrice, soit on va tout simplement, c'est la situation un petit peu extrême, avoir vraiment un switch séparé pour chaque touche du clavier. D'accord, moi tu m'as perdu dans la matrice, mais... Voilà. Il fallait prendre la pilule bleue. Il fallait prendre la pilule bleue, ça doit être ça. Et c'est donc, merci David pour le correctif. Oui, merci David pour le correctif. C'est ça l'avantage d'un podcast aussi, c'est qu'on peut revenir en arrière et réécouter le passage quand on n'a pas compris. C'est un petit peu ça l'avantage également. Autre question, en tout cas autre remarque, c'est par rapport à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 126. Ça va être pour qui ça? C'était par rapport à VLC. Oui, on avait parlé de VLC parce que il y avait eu, et on en avait parlé dans l'épisode 125 pour le coup, me semble-t-il, un problème de piratage en fait via les sous-titres, je ne dis pas de bêtises, et il expliquait qu'il y a une alternative à VLC, MPC-
hc.org, c'est l'adresse qui nous renseigne. Allez jeter un petit coup d'œil, on mettra le lien également. C'est libre, c'est open source et ça n'a pas besoin d'installer de codec. Voilà, c'est parce qu'on avait parlé de codec, me semble-t-il, la semaine dernière. Je ne sais pas qui avait quelqu'un a des précisions, Bruno, Xavier, non, rien à rajouter? Non, je pense que voilà, c'est juste un logiciel alternatif qui vaut la peine d'être essayé. Personnellement, je le connaissais pas, mais ANTP nous dit qu'il aime bien ce logiciel-là, donc par curiosité, allez y jeter un œil. Vous préférez peut-être à VLC. Voilà, par exemple. On a reçu un message également, là c'est en regard de la vidéo sur YouTube, comme quoi on prend tous les messages, que ce soit sur informaticien.be, sur Google+, sur Facebook de temps en temps, et sur YouTube, et sur Twitter, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi. On avait ce message-ci de Whitey. J'adore écouter Marc, il est tellement cultivé, il ne s'arrête jamais. Je pense que c'est de l'autre Marc dont il s'agit. J'ose l'imaginer, en tout cas, puisque on le salue au passage également. Marc, on t'aime. Oui, c'est ça, on t'aime, Marc, il y a des gens t'aiment. Reviens, c'était pour lui. C'était en regard justement toujours du hors-série consacré au clavier mécanique dont on vient de reparler, le dernier hors-série en date. Des fois, vous nous faites des commentaires sur des trucs plus anciens. Bien souvent, là, on y répond au cas par cas, en face à face, en commentaire. C'est pour ça qu'on n'y revient pas systématiquement ici en début d'épisode, pour alléger un petit peu cette page tournée autour du courrier des auditeurs, donc de votre courrier. Il est toujours le bienvenu, évidemment. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à nous faire vos propositions. Il est encore juste un tout petit peu de temps. Propositions de hors-série pour cet été, pour le mois de juillet et le mois d'août. Là aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le faire savoir via les commentaires. On essaiera d'en tenir compte lors de l'enregistrement. On a une session d'enregistrement le week-end qui vient, voyez. Donc, n'hésitez pas, on essaiera d'en tenir compte. On passe à l'ABCDR, si vous le voulez bien, avec la lettre A. A comme alphabet, tenez, puisqu'il y a des choses à dire du côté de chez Google, en fait, puisque c'est Xavier qui s'y colle. Tu vas nous parler de camions autonomes. Voilà. Donc, c'est la filiale d'Alphabet, Waymo, qui a indiqué vendredi être en train de tester des camions autonomes. Donc, ce sont des essais qui se font pour le moment sur des pistes privées, mais qui pourraient, d'ici la fin de l'année, apparaître sur des routes de l'Arizona. Alors c'est clairement une concurrence directe pour Tesla qui avait annoncé, on en avait parlé en avril, le lancement d'un camion électrique autonome, et par rapport à Uber qui a racheté la société qui est active dans le secteur, donc c'est la société Otto, et d'ailleurs Waymo est en procès avec Uber par rapport à ce rachat parce que un ancien ingénieur de Waymo était passé chez Otto avant son rachat, et il y a des problèmes donc de propriété intellectuelle, et d'ailleurs cet ingénieur, si je ne me trompe pas, s'est fait remercier récemment parce qu'il apparemment d'après la société Uber ne collaborait pas assez pour répondre à la justice. Bruno, tu avais une remarque à faire. Oui, il y a Elon Musk hier qui a fait quelques annonces par rapport à les prochaines sorties de modèles Tesla. Donc en septembre, ils vont présenter le design des deux prochains modèles, donc des pick-up et du truck, du semi-remorque Tesla. Et il a même annoncé que donc le prochain SUV, le modèle Y, donc qui sera un peu l'équivalent du modèle 3 pour le modèle S, sera probablement produit pour 2019 aussi. Donc voilà, il y a eu quelques annonces de ce côté-là. Ouais. Voilà, ils ne pas ils comptent pas sur ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils continuent à évoluer et on attend tous le modèle 3, mais effectivement, voilà, la concurrence est là aussi. Petite parenthèse, on a des nouvelles de notre ami Martin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a presque un an maintenant, au tout début de la saison. On avait parlé de la Tesla modèle la P90D, c'est ça, Xavier, je dis pas de bêtises, qu'on avait testé avec Martin. Oui. Martin qui était aux États-Unis. P95D, on a testé, il me semble. 90D. Oui. Donc Martin, qu'on avait rencontré pour l'occasion et qui nous avait parlé longuement de son amour pour la Tesla, était aux États-Unis cette semaine et fin de la semaine dernière, il a d'ailleurs publié sur son profil Twitter quelques photos du fameux modèle 3 qui a été spoté, puisqu'il était sur place un petit peu pour ça aussi, puisqu'il y avait apparemment un sommet reprenant les différentes associations de clients de par le monde dans la Silicon Valley pour justement voir les nouveaux modèles et parcourir comme ça un petit peu voir un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Donc
Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur son compte Twitter. On le mettra, on essaiera d'y penser. Ou sinon, vous remontez au hors-série consacré à la Tesla, vous retrouverez ces coordonnées. Et ceux qui sont fans, il y a le Tesla Club BE sur Twitter qui est très actif, qui est le fameux club des fans. C'est ça, voilà. Et propriétaires de Tesla en Belgique. C'est un peu ça que j'essayais de dire, mais j'ai du problème avec le français pour l'instant. On va passer à la lettre A. On est à la lettre A, bah oui, mais on va rester à la lettre A. A comme Apple, parce que c'est le gros morceau de cette semaine, vous vous en doutez. WWDC oblige. Il y avait une keynote de présentation. Vous l'avez peut-être regardé ou peut-être pas. C'était lundi soir. Elle était très longue, elle était même interminable, je serais tenté de dire. Un petit peu indigeste également. On y reviendra sans doute, Bruno, mais je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est effectivement toujours une présentation qui s'adresse aux développeurs, aussi un peu au marché, aussi un peu aux clients, mais beaucoup aux développeurs, et donc c'est le côté un petit peu lourdingue, un peu indigeste, qui pèse un peu. 2h25 de keynote, je pense que c'est la plus longue depuis très 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 longtemps. Je pense même que c'est la plus longue de toutes, non ? C'est une des plus longues. En tout cas, ils nous ont épargné tous les chiffres au début de la keynote comme ils en avaient l'habitude de le faire. Ils ont prévenu, voilà, on a beaucoup à faire, beaucoup à dire. Du travail. On vous épargne tout ça. On va très bien, c'est ce qu'ils ont dit. J'ai l'habitude de dire. Apple va très bien aussi. Donc, je tiens, juste avant que tu commences, que tu rentres dans le vif du sujet, Bruno, à préciser pour nos auditeurs, c'est très important. On a suivi la keynote, enfin, en tout cas, Bruno l'a suivi plus que moi et plus que Xavier également. Ça, c'est très très clair. Oui, ça c'est facile. Ça, c'est simple pour Xavier. C'est toujours la même chose. C'est ce que je vous répète à chaque fois, mais c'est un peu notre revue de presse. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi, ça et là, parmi tous ceux qui ont couvert cette keynote et ceux qui en ont aussi fait le relais. C'est sur ces informations-là dont on se base. On va certainement oublier des choses, on va certainement survoler des choses que vous considérez comme importantes et nous, peut-être pas. Et donc, c'est un petit peu normal qu'on sera pas exhaustif parce qu'on n'a pas 2h20 à consacrer à la keynote d'Apple, soyons très, très clairs. Bruno, je te laisse la parole. Non, j'aimerais bien avoir 2h20, mais ça va être un peu... non, mais c'est parce que j'ai entendu j'ai entendu un confrère qui a une chaîne qui disait on va faire un résumé, et il a fait 2 heures de résumé pour un keynote de 2h20, je trouvais que c'était pas mal. Ceci dit, c'était plein de choses d'informations, et je le salue au passage, il s'agit de NoTech TV pour ne pas le citer, voilà. Pour vous dire, donc ils étaient tellement d'informations qu'ils devaient courir sur scène. J'ai jamais vu des gens d'Apple courir sur scène. C'est la première fois. Effectivement, ils ont couru et ils sont quasi jetés la petite télécommande qui dirige la présentation. Oui, c'est donc, voilà, il y avait pas mal de points. Donc on va essayer de donner ma vision des choses parce que bon, moi je suis quand même un fan d'Apple. J'utilise les produits Apple, surtout le Mac. L'iPhone, j'utilise plus pour des raisons diverses. Je suis développeur. Apple, donc je développais sur iOS, donc j'ai un peu cette vision donc des choses du développement. Tu auras accès à iOS 11 voilà. Au milieu du mois, je pense. Il sera disponible pour les développeurs, ou il l'est déjà ? Il est disponible tout de suite pour les développeurs, comme pas mal d'autres produits. On va en parler. La quasi-totalité des softwares, en tout cas, sont disponibles tout de suite en mode développeur, pour les développeurs. Certains seront disponibles en bêta ouverte, notamment pour macOS. On va y revenir dans les prochains points. Je vais prendre un point après l'autre. Oui, vas-y. Comme ça, on va vite en voir les informations qui ont été. Donc, on rappelle c'est une keynote dédiée aux développeurs. Donc, elle a été très tournée développeurs, mais ils en ont quand même profité parce que c'est une keynote suivie par tout le monde pour présenter pas mal de produits et de produits hardware, pas que software. D'accord. Donc là, ils ont commencé c'est pas chronologique de ce que je vais vous citer, mais iOS 11, donc la prochaine mouture de système pour iPhone, iPad. Donc, pas de grandes évolutions. Je pense, surtout au niveau des applications, il y a eu des mises à jour d'applications, bien entendu. Messages qui sera synchronisé sur tous les devices. Bon, c'est quelque chose d'assez banal. Ils ont sorti une nouvelle version d'Apple Pay qui permettra en fait de s'envoyer de l'argent de personne à personne, ça c'est quand même assez intéressant. Et ils ont parlé surtout de l'évolution de Siri et du deep learning, donc des nouvelles voix pour Siri qui seront plus naturelles, fonctionnalité de traduction en direct, donc on dit à Siri, dis-moi comment on dit où est la gare en chinois, par exemple, il va directement
dire cette phrase en chinois. Donc c'est une fonctionnalité bêta, mais comme beaucoup de choses chez Apple, on va dire, mais qui semble quand même déjà pas mal marcher. Et ils ont insisté sur le fait que Siri sera aussi synchronisé sur tous les devices. Donc, vu qu'il y a un deep learning maintenant qui est mis en place, ce que Siri va apprendre sur votre iPhone, vous pourrez le réutiliser sur l'iPad et sur d'autres produits comme le Mac. Ou d'autres produits, on va en parler plus tard. Il y a un autre produit qui va utiliser Siri aussi dans la maison. Enfin, partout où est Siri, en fait. Partout où est Siri. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était les grosses évolutions d'iOS. Il y aura un mode Do Not Disturb pendant qu'on conduit, donc ne pas déranger pendant qu'on conduit. Donc ils pensent quand même, c'est assez important de ne pas être dérangé dans ces cas-là. Donc voilà, ça c'est un petit gimmick, un petit truc en plus. C'est pas une vraie feature, c'est pas une vraie évolution. Voilà, donc on ne voit plus de révolution dans les différents modèles, dans différentes versions d'iOS. Ça reste des évolutions, comme avec macOS. On va en parler plus tard aussi. Et je tiens à préciser un truc aussi, Bruno. Il y a plein de petites choses qui existent déjà par ailleurs chez Android et chez Android. Il n'y en a pas d'autres. Comme par exemple le grab écran vidéo, ce qui n'existait pas avant. Il y a moyen d'aller faire un screenshot vidéo de son écran. Ce qui existe sur certaines versions d'Android, ce qui n'existait pas encore sur iOS. Ça, c'est un truc que certains ont relevé, par exemple. Ça peut avoir son utilité. Je ne sais pas laquelle, mais ça peut en avoir une. C'est des petites choses comme ça qui sont venues se rajouter, qui existent déjà sur d'autres OS, mais Apple, ils ont leur méthode, ils viennent avec les choses petit à petit, ils ne proposent pas tout d'un coup, ils préfèrent attendre que ça fonctionne vraiment, peut-être, ou je ne sais pas. Enfin, non, je pense que leur méthode, c'est surtout qu'ils vont en avoir l'utilité eux-mêmes. Oui, c'est ça. et donc après, ils vont le développer, ils vont l'implémenter dans leur système. Et petit à petit, effectivement, vaut mieux y aller pas à pas et pas faire de bêtises. Pour parler d'Android, quand on entend des fois chez Samsung, entre autres, pour pas les citer, ils proposent plein de fonctionnalités, etc. Et puis finalement, il y en a peut-être que 5% qui sont réellement utilisés, et donc tout le reste sur le côté. Ici, bien souvent, on nous propose des fonctionnalités qui, ils ont un peu réfléchi, ils se sont dit, là, les gens vont vraiment en avoir besoin, ou vont vraiment trouver un usage, même si c'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord, mais c'est peut-être leur manière à eux de réfléchir à la question. Enfin, je dis ça. En fait, la plus grande évolution dans iOS 11 sera pour iPad. On va revenir sur le hardware plus tard, parce qu'ils ont intégré donc différentes fonctionnalités qu'on connaît plus des bureaux de macOS, comme le dock. Donc la petite barre d'applications qu'on a sur macOS. Celle-là a été transposée sur iOS 11 seulement sur iPad. Donc pour utiliser les applications les plus courantes, on peut la faire remonter, la cacher vers là-bas horizontalement, puis la faire remonter. Le multitâche a été fortement amélioré. Ils ont lancé une application qui s'appelle Files. D'ailleurs, elle avait fuité quelques heures auparavant sur l'App Store, cette application. Donc c'est une application gestionnaire de fichiers qui permet en fait de naviguer au sein de ses répertoires, y compris des répertoires dans Dropbox, dans Box, dans tous ces applications tierces qui vont stocker des fichiers aussi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et on a aussi la fonctionnalité, tenez-vous bien, de drag and drop qui a été implémentée sur les nouveaux iPads. Donc dans iOS 11, voilà. Ils sont tout fiers de lancer le drag and drop. Et ils ont même fait la petite blague de dire que c'est une dragfest. Dragfest, c'est juste donc c'est les fêtes. Il y en a deux. Les dragfest, c'est soit du drag race, ou le dragfest, c'est les drag queens. Donc ça a fait rire les développeurs, ils sont un petit peu... c'est le geek est taquin. Le geek est taquin. On passe peut-être au hardware, si on n'a plus rien à dire, enfin en tout cas pour l'instant, à propos d'iOS 11, on peut parler de l'iPad, mais de l'iPad Pro, parce que c'est là qu'il se passe des choses quand même. Oui, ils ont annoncé une nouvelle version de l'iPad Pro, surtout une version plus grande. Donc l'iPad Pro jusqu'à présent avait un écran 10,5 pouces. Là, ils sortent une version avec 12,9
9 pouces. Et donc voilà, ils ont insisté là-dessus. Pas de changement au niveau du reste de la gamme. Donc l'iPad mini 4 reste, etc. Donc jusqu'à présent, ils n'ont pas touché à ça. Ils ont insisté beaucoup sur la qualité de l'écran, la taille qui permet finalement d'avoir un vrai clavier physique, etc., etc. Moi, ce que j'ai noté d'assez intéressant, c'est vraiment la fréquence de l'écran, oui. Parce que l'écran il va pouvoir tourner jusqu'à 120 Hz, donc le double de ce que fait l'iPad en ce moment, mais en plus il est dynamique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir baisser sa fréquence par rapport aux sources. Si on regarde une vidéo qui tourne à 48 images secondes, il n'y a aucun intérêt d'avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc il va baisser le taux de rafraîchissement à 48 Hz pour économiser de la batterie d'énergie. Donc ça, c'est assez malin. Et cette taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz permettra en fait idéalement d'utiliser le stylus, le pen qu'a Apple, parce que ça lui donnera un temps de réactivité beaucoup plus réduit. Donc d'avoir une précision, surtout pour ceux qui vont l'utiliser pour faire des dessins, etc. Ça va donner une précision encore double, finalement, accrue à ce niveau-là. Donc ça, c'est le confort que j'ai relevé au niveau de l'iPad. Après, effectivement, voilà, meilleur processeur, plus de mémoire, etc. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien l'iPad Pro. Donc on voit que Apple va aller dans le Pro, et on va le voir plus tard qu'ils vont aller vraiment dans le Pro. Oui. Ils vont sur le terrain aussi de Microsoft avec la Surface sur le coup. Je vois Bruno qui se dessèche. Ils vont sur le terrain, ce que je voulais dire, ils vont sur le terrain de Microsoft, mon bon monsieur. Tout à fait, Thierry. Non, Marc. Non, effectivement, oui, Microsoft qui a sorti la dernière Surface Pro. Donc voilà, c'est là que se joue en ce moment le nerf de la guerre, je dirais, pour une utilisation pro, oui, mais en même temps simplement une utilisation plus poussée, on va dire, d'une tablette. On utilise nous nos tablettes dans une utilisation ludique, je dirais. Ceux qui l'utilisent vraiment comme une vraie tablette pour faire du dessin, pour faire ce genre de choses. Créatif, quoi, ouais. Être créatif, ont besoin de puissance, ont besoin d'un écran plus grand, d'une réactivité. Voilà, c'est ça le plus important. Et est-ce que je dis une bêtise si je dis que pour le coup, là, ils n'ont pas exagéré sur les prix au niveau de l'iPad Pro? On reste encore dans des marges assez, j'allais dire raisonnables, enfin en tout cas tolérables. On reste en dessous de la barre des $1000 en entrée de gamme, en tout cas. Ouais. Après, ça augmente vite. Donc, au niveau de la mémoire, on peut quand même aller jusqu'à 512 gigas de mémoire sur une tablette. Je signale que c'est quand même phénoménal. Mais là, on dépasse les milliers de dollars, d'euros aussi, forcément. Ouais. Mais voilà, c'est un outil, ça devient un outil professionnel, en tout cas un outil performant qui peut remplacer d'une autre manière un outil comme un laptop avec une tablette graphique. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ça que ça va remplacer. C'est la tablette graphique avec une réactivité encore accrue et directe sur l'écran. Et avec un prix de départ que tu le disais en dessous de la barre psychologique des $1000, ce qui est quand même plutôt pas mal. Quand on compare au prix d'un iPhone, par exemple, vu l'outil, vu la taille de l'écran, etc., c'est quelque chose de tout à fait, oui, on va le dire, raisonnable sans non plus. C'est clair que quand on dit ça et qu'on parle de milliers d'euros, on se fait chaque fois attaquer en disant vous êtes fous les mecs, c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, on est d'accord, c'est beaucoup d'argent. Mais dans l'absolu, par rapport à ce que ça fait... Par rapport à la technologie embarquée. La technologie embarquée, la marque, il ne faut pas se leurrer, on paye la marque aussi, mais on paye les autres également, soyons clairs. Donc voilà, on peut le dire, ça reste raisonnable. Ils nous ont habitués à pire aussi de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un produit qui va être très vite accepté sur le marché. Moi, j'ai déjà vu parmi plusieurs de mes contacts, des gens qui revendaient leur ancien modèle pour pouvoir acheter le nouveau. Donc, est-ce que notre ami Marc n'a pas craqué Je pense qu'il fait partie des contacts que j'ai vus souhaiter renouveler leur tablette, effectivement. Donc, mais on en reparlera. Je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, on aura hors série probablement. Oui, peut-être, on en reparlera.
Oui, maintenant que tu le dis, il en a bien parlé. Voilà. Bruno, prochain point. Oui. Voilà, l'autre point assez remarquable, je dirais, c'est la réalité augmentée. Donc tout le monde s'y met un petit peu, et là Apple a sorti carrément un kit, à part toutes les autres API qu'ils ont sorti, mais le AR kit, donc Augmented Reality kit, est quand même un point important. Ils ont fait une belle démonstration sur Sun, c'était vraiment assez bluffant. Donc ça c'est un kit qui permettra vraiment d'implémenter, par exemple, d'améliorer Pokémon Go, ce genre de produit, de manière phénoménale, et d'avoir vraiment une réalité, une intégration augmentée de la réalité assez impressionnante et facile à programmer. C'est un peu ça le but du kit. Hein. Je suis pas certain que c'était le meilleur exemple pour moi, mais Pokémon Go, non, il est pas. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. Ça va améliorer la qualité du jeu. Mais je vous défie de regarder cette partie de la keynote, ne serait-ce que cette partie-là, et de ne pas être bluffé de ce qu'ils ont réussi à avoir comme qualité de graphisme hallucinant. Je le dis en passant, elle est disponible en podcast. Hein, la keynote entière, si vous allez sur iTunes, là où vous pouvez nous trouver également en technologie, vous trouverez Apple forcément. Et la dernière keynote, toutes les dernières keynotes d'ailleurs sont disponibles. Vous pouvez les réécouter ou les revoir sans aucune difficulté. Bruno. Voilà, prochain point, macOS. Gros morceau, hein, du côté qui moi me tient très à cœur, parce que jamais de la vie je n'imaginerais utiliser un autre OS. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ou qui préfèrent Linux ou Windows. Xavier. mais moi je suis fan de il y a des raisons, il n'y a pas qu'une question de préférence, il y a parfois d'autres motifs derrière, mais voilà, chacun ses préférences. Moi j'en ai essayé plusieurs, voilà. Ça peut être religieux. Parlez pas tous en même temps, les petits gars. Ça peut être religieux aussi, c'est ce que je voulais dire. Donc macOS, High Sierra, c'est le nouveau. Voilà, donc ils ont fait une petite blague sur comment trouver un nouveau nom pour l'OS. Donc voilà, ils ont appelé High Sierra. Parmi les journalistes et les développeurs qui étaient sur place, parce que j'en suis quelques-uns qui étaient sur Twitter, je peux te dire que certains avaient milité pour que ce soit Paris, le nom du nouvel OS en réponse à Donald Trump. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Pas mal. Non, mais là, ils ont simplement fait une extension du nom Sierra par High Sierra pour symboliser le fait que ça sera une optimisation plus qu'une grosse évolution de Sierra, effectivement. Donc, les gros points importants sont qu'il y a pas mal d'évolutions au niveau des applications. Ça c'est accessoire, je dirais. Il y a le drag and drop. Le drag and drop, il était déjà là. Oui. Non, il y a le nouveau système de fichiers, l'Apple File System, qui sera le nouveau système par défaut quand vous formatez un disque, quand vous avez un nouveau Mac, vous achetez un nouveau Mac, ça sera ce système-là qui sera par défaut. On avait déjà évoqué ça il y a quelques temps. On avait déjà évoqué ça. La réalité virtuelle, un gros point aussi pour les développeurs, parce qu'ils ont sorti une version de Metal. Metal, c'est le nouveau moteur graphique qui est utilisé dans toutes les plateformes Apple. Et là, ils ont fait Metal for VR, donc pour Virtual Reality. Et là, ils ont fait une très très belle démonstration avec Industrial Light and Magic, ceux qui font tout ce qui est Lucasfilm, LucasArts, donc Star Wars finalement. Ils ont montré la réalité virtuelle en temps réel, produite par un iMac. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Tout ça pour en fait lancer la nouvelle gamme d'iMac. C'est ça qu'ils ont voulu annoncer, la puissance, le gain en puissance de la nouvelle gamme d'iMac avec les nouveaux processeurs Intel Core de la 7e génération, Kaby Lake. Toute la gamme des Mac va en profiter, les 21 pouces et demi et les 27. Au niveau de ces processeurs-là, au niveau de la mémoire qu'on peut y inclure aussi. Donc on va partir sur les 21 pouces et demi, on peut aller jusqu'à 32 GB de RAM, sur les 27 jusqu'à 64 GB de RAM. Donc avant c'était la moitié. Donc ça permettra d'avoir un petit peu plus de mémoire pour travailler, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Ils vont aussi mettre tous les
Fusion Drive en standard sur tous les modèles. Et les SSD vont gagner 50% de rapidité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. 3 ports Thunderbolt 3, si je dis pas de bêtises. Donc on garde les 4 ports USB standard et 2 ports Thunderbolt USB type C ont été rajoutés. Donc voilà, on va dans la direction de l'USB type C, clairement sur cet iMac, sur ces nouveaux iMac là. Ils en profitent pour baisser les prix, ça c'est une bonne nouvelle chez Apple, des modèles 4K, donc sur les 21 pouces et demi, donc ils baissent de $200, donc pour un priori de 200 € plus ou moins. Ils appliquent à peu près les mêmes évolutions sur les MacBook, pardon. Donc sauf sur le MacBook Air, mais sur le MacBook et les MacBook Pro, ils font les mêmes évolutions au niveau des SSD, au niveau des mémoires, ils baissent les prix. Donc c'est une assez bonne évolution. Donc voilà, la gamme se rafraîchit. Moi-même qui utilise un iMac depuis le début, voilà, il est temps de changer. Donc je vais peut-être changer d'iMac cette année, voire attendre le prochain. Quel est le prochain ? Peut-être. Avant d'attaquer le prochain, tout ça, ce sont de très très bonnes nouvelles, soyons clairs, pour tous ceux qui attendaient un renouveau de la gamme, parce que c'est vrai que ça fait un moment que tout le monde râle un peu, par le biais aussi de la réalité virtuelle. Tu en as parlé, il fallait de la puissance pour la réalité virtuelle. Ils ont été raillés à plusieurs reprises par différents spécialistes, différents journalistes, etc., en disant vos machines ne peuvent pas faire fonctionner de la réalité virtuelle. C'est quand même d'une tristesse sans nom qu'Apple ne soit pas capable de le faire. Là, maintenant, déjà avec ces machines-là, avec les nouveaux processeurs Intel, on est capable de le produire, de le réaliser, etc., avec des écrans plus lumineux aussi, on m'a-t-on dit. Apparemment, il y a des améliorations de ce côté-là aussi, tu peux confirmer ? Oui, il y a aussi au niveau de la carte graphique, les cartes graphiques ont évolué aussi, bien entendu, largement. Tout ça fait que voilà, ils ont poussé vraiment l'iMac pour étant une source de production de réalité virtuelle. Les écrans, ils sont à 500 nits. Maintenant, c'est l'unité de luminosité. Donc c'est vraiment, ils sont 40%, je pense, plus lumineux que la gamme précédente. Donc, c'était déjà des beaux écrans. Maintenant, ça en devient de très, très beaux et très lumineux écrans. Donc, c'est, pour moi, parmi quand même les meilleurs écrans qui existent sur le marché. Et il s'est intégré à votre ordinateur tel quel, donc en standard. Donc, c'est quand même assez intéressant. Cette gamme-là, elle est déjà sur l'Apple Store. Et puis, que tu le disais, tu attendras peut-être le prochain. Et le prochain, c'est l'iMac Pro. Et ça, c'était très attendu également. On s'attendait à une mise à jour soit du Mac Pro, soit de l'iMac vers quelque chose de je vais utiliser le terme couillu. C'est le cas, en fait, avec l'iMac Pro qui propose là vraiment, pour le coup, des processeurs très différents. Oui, on parle là de processeurs 8 cœurs, 10 cœurs et 12 cœurs 18 aussi. Cœurs. Et 18 cœurs. Ouais. Donc là, on peut avoir vraiment ce qui se fait de mieux au niveau des processeurs, ce qui se fera de mieux au niveau des cartes graphiques, ce qui se fera de mieux au niveau de la mémoire, etc., etc. Bon, ce qui se fera de mieux au niveau des prix aussi, on peut leur faire confiance. Et il sera dans une couleur et le clavier et la souris Space Gray, donc un gris plus foncé. Donc esthétiquement, ça va se différencier. Au point de vue connectique aussi, ça c'est aussi important parce que souvent les professionnels ont besoin de 2, 3, 4 écrans connectés en même temps ou d'avoir des devices qui sont très rapides comme des disques durs en RAID connectés en USB type C, en Thunderbolt 3. Et là justement, donc la connectique elle intègrera les mêmes 4 ports USB standard mais 4 ports USB type C et un port 10 gigabits Ethernet. Donc c'est vraiment aussi la prochaine évolution de cette vitesse-là pour avoir toute la rapidité possible en communiquant vers l'extérieur. Il s'ouvre aussi au coprocesseur graphique, j'ai vu, donc il sera possible d'utiliser un processeur graphique externe. Voilà, donc tout ça sera possible aussi. Pour réussir à intégrer dans le boîtier de l'iMac, qui est quand même un boîtier assez limité et qui par définition peut chauffer beaucoup parce qu'il n'y a pas de ventilation comme dans une tour classique. Ils ont imaginé un tout nouveau système de refroidissement et c'est ce système-là qui permettra en fait d'avoir ces performances-là
cru sans que ça chauffe trop. Sinon, on ferait fondre un peu toute la maison sans problème. C'est ce qui serait dommage, oui. Il débute avec la configuration de base à $5 000. Donc, il précise que à configuration égale un PC Windows probablement ou Linux, peu importe, débuterait plutôt à $7 000. Donc sans écran. Vous avez sans écran. Donc vous avez avec l'écran, un écran 5K, pas oublier. Vous avez l'entrée de gamme à $5 000. Après, on peut leur faire confiance. Ça va pouvoir allègrement dépasser les $10 000 sans problème. Mais c'est une vraie station de travail. Hein. C'est pas moins qu'une station de travail professionnelle. Moi, je lisais ça et là des gens qui attendaient de cette keynote une présentation d'un nouvel iPhone et qui à mon avis, se trompent un petit peu de rendez-vous, qui disaient « Oh là là, ils font encore des machines où il va falloir vendre un rein pour l'obtenir. » Ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde, cette machine. Hein, soyons très très clairs. Ça s'adresse aux professionnels, soit de l'audiovisuel, de l'ingénierie, etc., qui ont besoin de la puissance de calcul, de la puissance graphique, aussi un certain confort. Enfin voilà, c'est pas une machine qui est faite pour jouer, c'est pas une machine de gamer, c'est pas... Voilà, c'est important de le préciser quand même. C'est une machine de professionnel et le prix n'a pas vraiment une importance. Ce qu'ils veulent avoir les professionnels, c'est vraiment le maximum de performance. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que ça soit fiable. Il faut que ça ait de la puissance. Donc là, ils vont avoir ces moyens-là. Donc il y aura ceux qui ont acheté le Mac Pro qui vont probablement tous switcher sont déjà en train de switcher sur les plus récents iMac, mais vont probablement aller sur l'iMac Pro. Ça c'est clair. Cette machine, pour moi, soyons honnêtes, l'iMac Pro, c'est le remplaçant du Mac, du Mac Pro. Hein. Enfin, je veux dire, je parle du pot à tabac, il est appelé à disparaître, surtout avec les configurations complètement dépassées qu'il affiche. Je pense que c'est très clair que là, ils ont décidé ou alors ils vont nous proposer encore autre chose prochainement avec une mise à jour du Mac Pro, possible. Hein. Mais là, franchement, l'iMac s'adresse clairement aux professionnels. Et donc, voilà, c'est leur nouvelle machine de pointe. On peut dire ça comme ça, je pense. Oui, tout à fait. Et donc la machine va être présentée en décembre. Oui. Donc ils ont encore un peu de temps pour finir tout ça et pour voir un peu la réaction, je pense, des professionnels, montrer, pour donner vraiment aux professionnels ce qu'il leur faut, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur de ce côté-là, en tout cas. Affaire à suivre, comme on dit, en tout cas une bien belle bête qu'on ne s'offrira pas chez les technos. Soyons clairs, pas tout de suite. Hein, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, la gamme iMac, j'allais dire grand public, mais même si ça reste des machines un petit peu coûteuses, c'est pas des machines qui s'adressent là aussi à monsieur et madame tout le monde. Ça reste quand même de très très belles machines avec de très belles caractéristiques. Hein, c'est pas parce qu'il n'est pas marqué pro, voilà. Mais en tout cas, voilà. Chez Apple, quand on met Pro en suffixe d'un nom, ça veut dire quelque chose, contrairement à d'autres enseignes. On passe à quoi, Bruno ? WatchOS. Oui. Ah tiens. Ils ont quand même des montres connectées. Donc oui, c'est vrai. Ils ont insisté sur le fait qu'ils sont leaders des montres connectées. Ça, on l'avait déjà soulevé nous-mêmes. Donc la prochaine mouture de WatchOS, c'est la version 4. Là, franchement, ça me fait un petit peu rigoler. Ça sera mon what the fuck. Donc, on va le garder pour plus tard. Oui, on va le garder pour la fin. Mais donc, il y a eu des évolutions au niveau des applications comme l'application Activity. Là, chose assez intéressante, c'est que cette application-là, donc qui gère toutes vos activités physiques, sera synchronisable avec les appareils de fitness, certains appareils de fitness. Oui. Donc on pourra aller dans sa salle de fitness et synchroniser les informations qui sont collectées par l'Apple Watch avec l'appareil de fitness sur lequel on fait ses exercices, comme le pouls, les pulsations cardiaques, etc. Oui. Donc tout ça peut être directement envoyé donc en Bluetooth à ces machines-là qui vont sortir au courant de l'année. Donc c'est assez intéressant, une évolution de l'application musique et
Siri aussi qui reçoit sa propre watch face. Cette watch face est assez intéressante parce qu'elle va vraiment vous proposer des informations au fur et à mesure de la journée. Donc, si vous avez un rendez-vous, va vous mentionner qu'il y a un rendez-vous, va vous proposer que l'itinéraire pour aller à ce rendez-vous va prendre autant de temps. Un véritable assistant, quoi. Voilà, votre assistant va vous montrer des photos qui ont été prises à l'endroit où vous vous situez, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté plus ou moins de nouveau au niveau de WatchOS. Donc, il va être disponible gratuitement à l'automne, tout comme macOS, High Sierra, disponible tout de suite en bêta pour les développeurs, bien entendu. Voilà. Donc, attendez, pour les mises à jour, ne vous précipitez pas. C'est un conseil qu'on peut donner, même si c'est Apple et qu'on a plutôt confiance a priori, mais un accident est toujours possible, donc patientez, prenez le temps, il n'y a pas d'urgence à faire ces mises à jour. En plus de ça, dans la précipitation, bien souvent les serveurs sont surchargés, ça prend un temps con, enfin voilà. Donc, même si vous avez un compte développeur, attendez la deuxième voire troisième bêta, c'est préférable. C'est préférable, j'ai eu de mauvaises expériences. Ça reste des bêtas, donc on ne peut pas les accuser de proposer des choses qui ne fonctionnent pas. Ce sont des versions bêta, donc il ne sert à rien de courir après. Et on va clôturer peut-être cette grande page consacrée à Apple cette semaine avec, tu parlais justement de Siri, c'est leur fameux, leur assistant à eux chez Apple. Il fallait qu'ils se lancent dans la danse par exemple, face à Amazon, pour ne pas les citer. Oui, donc il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y aurait un assistant un home device, effectivement. Donc c'est le HomePod, ils l'ont appelé. Donc ça aurait pu être un what the fuck parce que ils auraient pu faire un petit effort au niveau du nom parce que HomePod c'est pas très sexy, je suis désolé. Donc c'est un haut-parleur connecté et assistant personnel en même temps. Donc ça va un peu concurrencer non seulement Google Home, Amazon Echo, mais aussi Sonos ou des enceintes connectées. Oui, c'est ça, oui. Donc voilà, parce que au niveau du son, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, à mon avis. Ça intègre 7 tweeters, ça intègre un grand subwoofer, 6 micros pour pouvoir communiquer avec Siri, justement. Un processeur à 8, donc pas le dernier processeur, mais quand même un processeur assez intéressant. Tout un système d'analyse de la pièce pour restituer un son parfait. Et on peut même coupler différents HomePod ensemble. Donc tout ça est connu déjà d'autres marques comme Sonos. Mais là, je pense qu'ils vont encore un cran au-dessus. Où ils sont intéressants aussi, c'est au niveau du prix. Donc parce qu'il est annoncé à $349. Il va intégrer donc Siri qui sera la même Siri que vous aurez sur votre iPhone ou iPad ou qui aura mémorisé des choses et qui sera voilà. Donc le deep learning et qui sera contrôlable via HomeKit de partout sur la planète. Donc vous êtes connecté sur votre téléphone, vous pourrez contrôler la musique qui passe chez vous, mais d'un autre endroit, donc sans être connecté à votre Wi-Fi à la maison. Donc aussi un produit qui va sortir en décembre aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Pour le reste du monde, pas de date annoncée, donc probablement l'année prochaine. Faudra patienter un peu. Quand même assez intéressant. Si au niveau du son, et là ils ont quand même, avec leur achat de Beats, ils ont quand même, même si beaucoup de gens n'aiment pas la qualité de Beats, la qualité sonore de Beats, ils ont quand même un know-how quelque part dans ce domaine-là. Donc on peut croire que ça sera quand même un produit intéressant. Au niveau de l'assistant personnel, c'est clair que ça va pouvoir concurrencer Amazon Echo, qui est le leader du marché pour l'instant. Si vous aimez les basses... Si c'est Beats qui derrière, voilà, c'est ce qu'ils savent faire, c'est des basses. Même là où il n'y en a pas. Mais bon, ça c'est un autre débat. On a bien fait le tour de la question, je pense, de cette WWDC. C'est clair, il y a des choses dont on n'a pas parlé ici. On aurait pu évoquer iTunes, je pense, des choses comme ça. Enfin, il y a des petites choses qui varient à gauche, à droite. Si on les a pas relevées, c'est que c'était peut-être pas relevant. Ou alors qu'on en parlera avec d'autres chroniqueurs à d'autres occasions. Je pense qu'on aura encore l'occasion avec Marc, entre autres, qui s'intéresse
s'intéresse aussi aux produits Apple et en particulier à l'iPad, on l'a dit là tantôt. On aura certainement l'occasion de reparler dans les prochains épisodes. On y va piano sur Apple, on va pas tout prendre comme ça d'un coup, d'un seul. On n'est pas un podcast pro Apple ou anti ceci ou pro cela, machin, etc. Je tiens toujours à le préciser. Il était quand même utile d'en parler parce que c'était quand même l'actu de la semaine et il y avait des choses à en dire comme vous avez pu vous en rendre compte. On passe à la suite si vous le voulez bien, puisque de son côté Xavier qui s'est à moitié écroulé sur lui-même pendant cette présentation pour parler Xavier de drone. C'est un petit peu ton dada. On va parler de drone et de scientifiques qui transforment une libellule en cyborg. Ça, tu vas nous expliquer comment? Voilà, techniquement c'est un drone, hein, mais c'est pas un drone tel qu'on a l'habitude de les voir maintenant. Non. Donc en fait c'est des scientifiques de la société de recherche Draper qui ont utilisé leurs compétences dans la technologie de contrôle par la pensée. Et leur but est d'équiper des insectes avec leur technologie de drone. Et ils ont monté un projet qui s'appelle Dragonfly, donc ça veut dire libellule en anglais, et qui a pour but d'équiper des libellules qui sont du coup qui peuvent être pilotées par des humains. C'est incroyable. Alors, donc c'est une vraie libellule. C'est assez impressionnant. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui sont fans de la série Black Mirror, qui relate en fait toutes des problèmes de société liées aux nouvelles technologies notamment. Il y a un épisode qui reprend des abeilles qui sont pilotées par une société avec toutes les dérives que ça va apporter par la suite. Ça m'a directement fait penser à cet épisode. Donc allez le voir, c'est vraiment sympa. Pour qu'on soit très clair, ce sont de véritables libellules, enfin j'allais dire humaines, mais non, enfin de vraies libellules, quoi, il n'y en a pas d'autres, qui portent quoi, un petit sac à dos avec dedans tout ce qu'il faut, qui va bien. C'est tout à fait ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de cyborg, puisque ce sont vraiment des libellules qui en plus apparemment ne sont pas atteintes au niveau de leur intégrité physique. Donc il n'y a pas de mal qui serait fait apparemment aux libellules. Donc elles sont équipées d'un sac à dos qui est bourré de... elles sont équipées d'un sac à dos qui est bourré de microtechnologie et qui, dans une vidéo qu'on voit, va décoller en ligne droite et ça laisse penser évidemment qu'elle est pilotée par les scientifiques. Alors ils expliquent comment ils parviennent à faire ça. C'est en fait, ils vont stimuler le nerf optique avec de la lumière et apparemment ça influence le comportement de l'animal à tel point qu'ils arrivent à le guider. En tout cas, ils arrivent pour le moment à la faire décoller tout droit. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est déjà un bon début. Il y a des toutes petites oreillettes. Des toutes petites oreillettes pour libellules. Voilà, ils leur disent à gauche, à droite. À gauche, à droite, va à gauche, va à droite. Non, c'est incroyable. Non, soyons clairs, parce que, enfin, quand on voit le poids de cet insecte, la masse c'est dire qu'on va lui faire transporter quelque chose qui va quand même, enfin, c'est bourré de technologie, donc ça a un poids, même si c'est minime. C'est incroyable d'arriver à faire ça. Enfin, voilà. C'est complètement incroyable. Alors, on voit ça de plus en plus dans les films de science-fiction, mais ça ne l'est plus du coup, puisqu'ici on parle bien d'un projet qui a lieu, c'est pas un prototype, c'est en application. Alors ça réunit évidemment un ensemble de technologies assez impressionnantes, hein, mais comme je l'ai dit, ça ne touche pas à l'animal, dans son intégrité. Par contre, donc on a plusieurs applications, c'est ça qui est intéressant, c'est à quoi ils vont utiliser ce genre de technologie. Alors il y a des applications évidemment civiles, donc par exemple, ça permettrait, si on applique ça à des abeilles, de polliniser certaines régions ou de se concentrer sur des espèces de plantes bien spécifiques. Il y a aussi des applications militaires telles que dans l'espionnage, l'exploration de terrain et ce genre de choses. Donc on va voir de quelle manière ça va être exploité, mais c'est la porte ouverte à des technologies qu'on n'imaginait pas jusqu'il y a peu. C'est assez incroyable. Enfin, je trouve ça. Moi, faites gaffe si vous avez une tapette à mouche pour tuer un moustique. Si ça se trouve, il porte un sac à dos. Le moustique. Et ça peut coûter très cher. Allez voir vraiment cet épisode de Black Mirror. C'est une série c'est tous des épisodes assez différents l'un de l'autre, avec du contrôle des abeilles. C'est impressionnant.
Bon, bah écoute, ça c'est un drone un peu particulier, effectivement. C'est pas un truc qu'on rencontre tous les jours. On passe à la lettre H comme hardware et on va rester chez toi avec Xavier pour parler d'un Robocop made in Dubai. Là, c'est un gros sac à dos. C'est un très gros sac à dos qui fait 1m65 et 100 kg et qui est sur des roulettes. Donc en fait, c'est la police de Dubaï qui a présenté un robot officier de police. Vous allez pouvoir le voir sur le compte Twitter de la police, et pour ceux qui ont l'image ici. Donc c'est un robot qui a été mis à l'image d'un être humain. Il est intégré en tant qu'officier de la police nationale. Alors c'est un robot qui a été conçu par des Espagnols de la société PAL Robotics. Et l'Émirat souhaite équiper souhaite que 25% de la police soit représentée par ces robots d'ici 2030. Donc c'est un projet très sérieux, en tout cas pour eux. Et pour le moment, il y a des évolutions en cours évidemment, mais il va permettre par exemple aux badauds de signaler des délits ou de payer des amendes. Et le système est équipé d'une technologie qui leur permet déjà de reconnaître des visages à 30 mètres grâce à des technologies telles que l'intelligence artificielle Watson de IBM. Après, il va falloir voir comment vont réagir les policiers qui sont quelque part remplacés par ces robots et comment les citoyens vont réagir aussi. Est-ce qu'ils vont s'adresser à ce type de robot une fois l'amusement passé dans des situations concrètes? Faut voir à quoi vont servir ces policiers aussi. Est-ce qu'ils sont là pour arrêter? Je pense pas que ce sont ces robots qui vont arrêter des personnes et des choses comme ça ou faire des perquisitions. Ce sont des robots de convivialité plus qu'autre chose. Des robots à qui vous allez demander votre chemin, par exemple, des choses comme ça. C'est un peu ça l'esprit, j'ai l'impression, non? Ça va remplacer un petit peu l'auxiliaire de police, sans doute, qui est à qui on s'adresse, ou peut-être l'agent de quartier, ce genre de choses, pour des choses. Mais ceci dit, ils ont déjà annoncé qu'ils voulaient faire évoluer la technologie, et donc il n'est pas impossible que ça serve un jour pour des situations un petit peu plus complexes avec une évolution du produit. Bruno, tu avais un truc à ajouter? Oui. Pourquoi 1m65 ils sont petits quand même. Pourquoi pas? Peut-être que là honnêtement, je pense que c'est à la base les contraintes de PAL Robotics, c'est qu'ils ont simplement mis une espèce de masque devant, etc. Mais donc je ne sais pas. Voilà, la mesure, c'est peut-être juste pour faire plaisir. C'est ça, pour pas être trop impressionnant par rapport aux enfants, rester dans une norme, on va dire une taille moyenne de 1m65 et dire aux vrais policiers, vous voyez, c'est vous qui restez les plus grands. Voilà. Mais bon, c'est original, en tout cas, c'est une première, me semble-t-il, puisque j'avais jamais vu ça, donc des robots à Dubaï. On passe à la police de Dubaï est déjà bien équipée, hein, quand on voit leurs voitures, les McLaren, les Bugatti dont ils sont équipés. Ils s'embêtent pas, mais en même temps, le justiciable s'embête pas non plus, donc voilà, ça reste du même niveau, quoi. On passe à la lettre P comme publicité. On va repasser la parole à Bruno pour parler de Google Chrome, qui, un peu à l'image du navigateur d'Apple, me semble-t-il, va pouvoir bloquer certaines publicités, intégrera son propre anti-pub. Oui, justement. Donc Chrome et Safari, donc c'est un peu mon sujet sur ce point-ci. Chrome va vouloir bloquer les publicités trop agressives, parce qu'en fait ils ont signé un pacte pour justement ne pas avoir des publicités trop agressives, parce qu'ils sont d'avis que des publicités agressives sont contre la publicité. Donc les gens vont être énervés par la publicité, ce qui est vraiment le cas. Les pop-up, ils vont des activer trucs comme ça. des vrais ad blockers pour éliminer toutes les publicités, alors que finalement Google vide la publicité, veut que le maximum de publicité soit visionné. Donc ils vont intégrer dans Google Chrome directement un anti-pub, mais sur les publicités uniquement très agressives. Et ils vont même bloquer leur propre publicité qui serait trop agressive. Donc, il y a des excès. Il faut veiller à ce que leur publicité ne soit pas justement trop agressive. On l'a tous vu, on le vit tous au quotidien. Il y a sauf si vous avez déjà un adblocker, mais il y a de l'excès. Il y a des trucs vraiment intrusifs, des publicités, des pop-up, des choses qui viennent se lancer,
des vidéos qui se lancent automatiquement. Justement, tiens, pour les vidéos qui se lancent automatiquement, là, c'est Safari, justement, qui propose une solution. Voilà, c'était un point que j'ai sorti un petit peu de la keynote. Dans Safari, la prochaine évolution sera que toutes les vidéos ne seront pas lancées automatiquement, donc aussi les vidéos de publicité, et aussi qu'il y aura un blocage du tracking intelligent. Vous savez, quand vous allez sur un site, vous faites une recherche, vous achetez une lampe quelconque, vous allez sur notre site, vous voyez de la publicité pour plein d'autres lampes. Oui. Ça, c'est ça du tracking intelligent. Et donc, Safari va pouvoir vous permettre de bloquer ça. Donc, en touchant aux cookies, enfin en bloquant les cookies et des choses comme ça, sans doute. Voilà, donc c'est par cookies, etc. que tout est stocké. Donc tout ça va être un petit peu bloqué. Donc ils vont contrer un petit peu les régies publicitaires comme Google qui profitent justement de ce tracking intelligent. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir moins de publicité ou de la publicité plus intelligente? C'est à voir. Il va y avoir une évolution, ça c'est clair. Mais je trouve ça plutôt, c'est malin. En même temps, c'est leur business et ils le protègent et ils ont raison, et l'excès qui nuit en tout, bon, ils l'ont bien compris, il faut un petit peu calmer le jeu, parce qu'il y en a qui pensent que plus ils vont mettre de publicité qui pète dans tous les sens, plus ils vont gagner des sous, et à terme c'est jamais très porteur, ce genre de politique. Ça c'était pour Google et pour Safari également, ils y vont tous dans ce sens-là. Est-ce que Firefox a des solutions similaires intégré d'Office, je ne sais pas, je pense pas. D'Office, non, il travaille beaucoup avec des plugins. J'ai vu passer quand même un article assez troublant de l'ex-PDG de Firefox qui prévoyait la mort de Firefox dans les prochaines années, et qui a clairement dit que Google Chrome 1 a gagné la bataille. Donc d'accord, ils abdiquent. Xavier. Oui, on parle souvent de Chrome, Safari et Internet Explorer. Je tiens quand même à signaler, on en a déjà parlé un petit peu, mais il y a une alternative qui s'appelle Opera et qui a son utilité. Donc moi je suis un fan j'aime beaucoup Chrome. Un fan d'Opéra. Mais non, j'aime beaucoup Chrome, mais Opera, il faut savoir que c'est un autre explorateur qui intègre nativement un bloqueur de publicité et qui a également une fonctionnalité VPN intégrée. Donc par exemple, si vous voulez aller voir du contenu qui est interdit dans votre pays parce qu'il est réservé à un autre pays, c'est une fonctionnalité intéressante. C'est aussi un bon moyen d'éviter de se faire traquer, justement, comme vient d'expliquer Bruno. C'est une part, parce que là tu parles effectivement d'aller regarder peut-être des vidéos sur un secteur du monde qui lui permettent de les voir. Veut voir une vidéo, par exemple, il pourrait aller sur Opera pour pas être... Au-delà de ça, il y a des raisons de sécurité également qui permettent de naviguer peut-être de manière plus sécure également. Donc Opera, notons-le aussi, Xavier aime l'Opéra. Le lac des cygnes, tout ça. Voilà. La lettre S, c'était facile. La lettre S comme sécurité. Tiens, on va parler des États-Unis qui vont vérifier nos réseaux sociaux. À quel moment ça va se passer? Ça va se passer avec Xavier déjà. Et comment ça va se passer? Voilà, c'est une petite news, mais qui pour moi peut appeler au débat. En fait, il faut donner maintenant, dans certains cas, son identité sur les réseaux sociaux pour pouvoir voyager aux USA. En fait, c'est des procédures qui découlent d'un mémorandum de Trump qui date du 6 mars et qui vise à renforcer la politique migratoire. C'est en vigueur depuis le 25 mai d'après l'interlocuteur de l'AFP, et ça s'applique principalement aux personnes sur qui un agent consulaire demande plus de renseignements. Donc d'après eux, ça représente 1% des plus ou moins 13 millions de demandeurs de visa. Mais donc, ils vont demander vos identifiants sur les réseaux sociaux. Ils pourront demander également des numéros de passeport précédents. Ils pourront demander des infos sur les membres de la famille, un historique de vos emplois, vos contacts.
Et donc là où moi ça me fait un petit peu percuter, c'est qu'il va falloir commencer parfois à faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux si on souhaite aller voyager dans ces pays. Il y a déjà des cas de personnalités, des sportifs par exemple ou des stars de cinéma qui avaient fait des commentaires négatifs par exemple sur Trump et qui se sont retrouvés sans aucun motif précis à faire demi-tour, à ne pas pouvoir à la sortie de l'avion descendre et rentrer dans le pays. Donc il va falloir commencer à faire attention. Il y a des gens qui parlent de, par exemple, supprimer les applications de réseaux sociaux qui sont installées sur vos smartphones et vos PC avant d'aller voyager. Et il y a d'ailleurs des gens qui le font même sur leur ordinateur. On sait qu'il est possible pour ces forces de l'ordre d'exiger d'ouvrir vos ordinateurs et tablettes. J'ai d'ailleurs un ami qui revient du Texas et on a clairement ouvert. Xavier qui frise. C'est Xavier frisé. Ce sont des choses qui peuvent arriver de temps en temps. C'est ce que nous propose Skype occasionnellement. On va essayer de rattraper Xavier d'une manière... C'est toujours le cas ou pas ? Voilà, t'es là, t'es revenu. Okay. T'étais frisé. Donc je disais que j'ai un ami qui revient du Texas et qui a eu son PC qui a été indiqué par la douane comme ayant été contrôlé. Donc il a retrouvé son PC ouvert avec les pages, il avait mis son PC en veille, donc avec des pages ouvertes, consultées. Donc voilà, faites attention à ce que vous faites maintenant, ça peut avoir un impact si vous souhaitez visiter des pays comme les États-Unis. Donc je pense que si tu as frisé un instant, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une photo de toi, du côté des serveurs américains chez Skype. Et donc ils se sont dit, ah tiens, lui il est en train de parler du Texas, on va le friser, on prend sa photo, et la prochaine fois qu'il passe la douane, on le chope. Ne rigole pas, on en reparlera. Ceci étant dit, on en plaisante comme ça, mais c'est pas vraiment drôle parce que c'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui ont eu des soucis, qui ont été ramenés à la frontière, certains artistes également, tu le disais, qui avaient effectivement dit 2-3 trucs sur Twitter ou autre. Et ça s'est su et donc il y a des sanctions. Alors bon, des sanctions qui sont juste merci, au revoir, on n'a pas besoin de vous ici. Ça va encore. Il manquerait plus qu'on nous foute en tôle, quoi. Et là, on se demande où est la frontière avec la démocratie et pas la démocratie. C'est la question qu'on peut se poser. Xavier. Ça va d'ailleurs jusqu'au point, donc évidemment c'est dans le but d'améliorer la sécurité et d'éliminer des risques, mais c'est jusqu'au point qu'il y a des associations qui sont en train de porter plainte en ce moment contre Trump parce que sur son compte Twitter, il bloque des personnes qui ont émis des avis qui ne lui plaisent pas, et donc il parle d'une enfreinte au premier amendement et donc d'une atteinte à la liberté d'expression. À la liberté d'expression, en fait. Oui. Bon, encore une fois, une affaire à suivre, mais qui ne plaît pas, hein, ça, soyons clairs. Bref, on reste à la lettre S comme sécurité, toujours avec Xavier. Alors là, ça va mettre à mal tout ce qu'on a dit de bien sur les trousseaux de mots de passe. On se rappelle, quand on parle de sécurité, on vous parle de temps en temps de ces applications qui permettent de garder en mémoire tous vos mots de passe bien à l'abri, bien au chaud, comme ça vous n'en avez plus qu'un à retenir et la machine fait le reste. Là, c'est mal barré parce que c'est OneLogin qui s'est fait pirater. Oui, mais... Ah. Alors, donc effectivement, c'est une application OneLogin. J'ai envie de te répondre oui, juin. Donc, c'est effectivement une application en ligne avec KeePass, LastPass, etc. Donc, qui permet, grâce à un mot de passe unique, d'accéder et de gérer tous vos mots de passe. Cette application s'est fait pirater, donc ils ont affirmé que des mots de passe avaient été obtenus, que ils pouvaient avoir accès aux identifiants, aux noms des applications utilisées, etc. Ceci dit, donc c'est effectivement un risque et donc il faut faire attention. D'où l'importance de mettre à jour ces logiciels régulièrement. Mais c'est aussi la raison pour laquelle moi j'avais déjà recommandé à ceux, par exemple, qui ont un NAS chez eux, de stocker le fichier principal, puisque ça se base en fait sur un fichier qu'on stocke à un endroit.
par facilité, on va pouvoir le synchroniser avec différents appareils. Et donc moi, ce que j'ai fait et ce que je conseille à ceux qui ont l'occasion de le faire, c'est de synchroniser ça non pas sur une Dropbox ou sur un Google Drive ou ce genre de choses, puisque c'est par là notamment que ça s'est fait, que ça peut se faire craquer, c'est de le synchroniser plutôt sur un genre de Google Drive, donc un cloud privé. Sur Synology notamment, on en parle souvent, on est assez fan pour la majorité dans l'équipe. Il est possible de créer un cloud privé que vous allez pouvoir synchroniser avec vos smartphones, vos différents appareils, ordinateurs, tablettes, etc. Et donc moi, je stocke ça sur ce drive. Ça fonctionne quand on est à la maison, mais dès qu'on est à l'extérieur, ça fonctionne encore ou pas ? Oui, donc moi je synchronise donc mon cloud privé sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Si je perds l'un des deux, je ne perds pas du coup toutes mes informations qui sont synchronisées. Alors on pourrait aller encore plus loin et encrypter ce dossier pour éviter encore la lecture. Donc ça permet d'éviter quand même ce genre de choses. Et donc même s'il y a des failles de sécurité sur certains de ces logiciels, c'est quand même actuellement une des meilleures façons de se protéger. Un des pires cas, c'est d'aller mettre ça dans un petit carnet et qu'on oublie sur son bureau, qu'on laisse à disposition ou qu'on peut se faire voler. Non, je veux te dire, le pire, c'est d'avoir un mot de passe pour tout. Avec un post-it sur son écran. Avec un post-it sur son écran, voilà. C'est déjà arrivé, hein, des gens qui mettaient ça au Valve, le mot de passe pour tout le monde, pour que tout le monde sache bien quel est le mot de passe, etc. Et puis après, vous avez une équipe de télévision qui vient filmer vos bureaux et tout le monde est au courant de votre mot de passe. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, voilà. Ok, bon, c'est bon aussi de rappeler ces consignes de sécurité, même si, on le répète, si vous avez des questions à nous poser côté sécurité ou autre, on fait des hors-séries durant tout l'été et donc on répond à vos questions. Si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire, on le répète, il vous reste encore un petit peu de temps pour nous laisser vos messages. On passe à la lettre T comme télécom, Xavier, pour parler de la fin de la carte SIM anonyme, et ça je pense que c'est bon c'est vrai partout en Europe, hein, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est vrai partout en Europe. Je pense que c'est effectivement une contrainte européenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Belgique, à partir de ce soir, donc ce mercredi, à minuit, les cartes SIM prépayées qui n'ont pas été enregistrées vont être définitivement bloquées et inutilisables. Alors, c'est évidemment une sécurité qui fait suite aux différents attentats. Donc, pour ceux qui nous écouteraient encore ce soir très tard, qui ont des cartes prépayées, vous pouvez vous rendre, on pouvait se rendre chez l'opérateur, mais il sera un petit peu tard, ou sinon on peut se rendre sur la plateforme www.identification-carteprépayée.be, sans accent évidemment, et donc enregistrer sa carte SIM. Alors on sait qu'il y a 1 million de cartes qui n'ont pas encore été enregistrées et plus de la moitié de ces cartes ne sont plus actives depuis 3 mois. Donc ça représente encore aujourd'hui à peu près 600 000 cartes qui n'ont pas été identifiées et qui ne pourront donc plus dès ce soir surfer, faire des appels, des SMS, et qui vont même perdre le crédit qui n'a pas été utilisé. Donc plus de possibilité de récupérer ce crédit. Oui, Xavier, juste petite précision, si on enregistre bien ce jeudi, c'est ce mercredi, c'est ce jeudi que vous pouvez nous écouter, donc je pense que c'est même mort déjà au moment où on nous écoute. Xavier. Donc voilà. Donc si vous avez une carte prépayée qui ne fonctionne plus, ça ne sert à rien d'aller se plaindre chez votre fournisseur. C'est simplement trop tard, vous pouvez l'encadrer ou l'acheter à la poubelle. Voilà. Et donc ça a permis d'identifier déjà 2 millions de propriétaires de cartes SIM prépayées. Évidemment, le but est pour les autorités de tracer l'identité des personnes qui ça représentait un risque. Là, pour le coup, on parlait de démocratie, etc., et de liberté individuelle et autres. Je pense que c'est assez bien pris par la population et tout le monde a bien compris pourquoi ça allait dans ce sens-là et que finalement l'anonymat, à ce niveau-là, ils ne voyaient pas très bien l'intérêt d'être anonyme par rapport à une carte juste prépayée. C'est juste la différence qu'il y a par rapport aux gens qui ont un abonnement. C'est la seule différence. Donc il n'y a aucune raison d'être anonyme de ce côté-là, quoi. Voilà.
Alors, il y a toujours des défenseurs de la liberté d'être non identifié, etc. Mais c'est clair que pour la majorité, si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de souci avec ça. Maintenant, ça fait toujours des débats. C'est clair que tout le monde n'est pas du même avis. En effet, tout le monde n'est pas toujours du même avis. Nous noterons cette phrase aujourd'hui. On passe à la lettre U comme Uber, Xavier. Encore, bah oui, parce que Bruno a bien parlé là pendant un bout de temps, donc c'est au tour de Xavier de lâcher. Uber provoque un tollé suite justement aux attentats de Londres, comme ça avait été le cas également dans d'autres circonstances, me semble-t-il. Effectivement. Donc il y a eu des réactions assez vives suite aux derniers attentats à Londres parce que Uber a, entre guillemets, profité de la situation pour augmenter ses tarifs. Donc ils se sont fait vraiment incendier sur les réseaux sociaux puisque voilà, pendant les attentats, les gens qui voulaient s'enfuir ou partir ou se déplacer avec Uber se sont vus facturer des montants plus élevés. On a des montants qui sont parfois plus du double qui ont été facturés. Et alors, contacté par le Daily Mail, Uber dit en fait que c'est une hausse automatique des prix qui a été appliquée et qu'ils ont arrêté cette tarification automatique dès qu'ils ont été avertis, comme ils l'ont fait d'après eux pour les attentats de Westminster et Manchester. Mais ils indiquent aussi que dès qu'ils l'ont su, il y a des courses qui ont été réalisées dans la zone concernés qui ont été remboursés. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que ça arrive, mais ils ont réagi après coup de manière plus ou moins correcte. Alors que les célèbres taxis londoniens, eux, Superclass, ont proposé des courses gratuites. Hein. Effectivement, ouais, donc, directement. Ouais. C'est important de le rappeler, de le signaler aussi. C'est pas bien mal, hein, ce genre d'opération. C'est déjà étrange qu'il y ait cette possibilité d'augmenter au cas par cas les tarifs selon des critères qu'on ne connaît pas. Sans doute dès qu'il y a quelqu'un qui court, tiens, augmentons le tarif. Je sais pas, c'est très particulier. Il faudra qu'on nous explique ça un jour. Ouais. Il faut voir si c'est juste lié à l'offre et la demande ou bien s'il y a d'autres critères qui sont derrière ça. Ouais. S'il y a un pic de demande à un moment donné sur du transport, c'est peut-être qu'il y a des raisons qui sont autres que simplement, tiens, il y a un festival de musique ou, enfin voilà, il faudrait peut-être corréler ça avec des événements qui ont eu lieu ou qui n'ont pas lieu. Enfin bref, on y reviendra peut-être à l'occasion. Et si vous avez des réflexions du même ordre ou différentes à nous faire parvenir, à partager avec nous, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou sur notre blog lestechno.be. On achève, on est achevé, je suis tenté de dire, le 127e épisode avec une lettre W. Ça, il fallait quand même qu'il y en ait une. Et on va encore parler un tout petit peu de la keynote du coup, Bruno, puisque c'est le what the fuck de cette semaine. Tu vas nous en parler tout de suite. Oui, c'est mon what the fuck parce que ça fait quelques keynotes que je râle. Je suis fan de montres connectées, je suis fan spécifiquement d'Android Wear pour une bonne raison. C'est qu'on peut avoir des milliers et des milliers de watch face différentes. Pourquoi est-ce que Apple, alors qu'ils sortent la version 4 de WatchOS, n'arrive pas à ouvrir leur système de watch face pour permettre aux développeurs, parce que je suis développeur aussi de watch face, de faire les watch face que les gens demandent. Au lieu de sortir des watch face avec les derniers personnages de Disney, c'est quand même assez limité. Permettez-nous de faire des watch face. Oui. C'est quand même l'essence d'une montre, c'est qu'elle plaise, que ce soit personnalisable au goût de tout le monde. Est-ce qu'ils n'ont pas des accords commerciaux là derrière pour faire ils font beaucoup de choses autour de Disney, j'ai l'impression. Oui, ils ont des accords clairement. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont, ou Steve Jobs avait pas mal d'actions dans Pixar qui a été racheté par Disney. Donc voilà, c'est. Mais moi, je me rappelle que la première chose qu'on nous avait montré de la Watch, c'était Mickey, la fameuse, qui reprenait un peu l'iconographie du réveil Mickey que certains enfants ont souvenir d'avoir eu sur leur téléphone. Ils ont insisté là-dessus et ils ont dit oui, avec le succès de Mickey comme WatchOS, mais arrêtez. Une montre, ça doit ressembler à une montre, pas un jouet. Pour les enfants, je suis d'accord. Oui, ou alors faire un coup promotionnel, effectivement, créer.
laissez-nous mettre la watch face qu'on veut sur l'Apple Watch. Bah, même si j'en ai pas. Oui. Mais que ça soit un monde ouvert de ce côté-là. Oui, mais en plus, je suis sûr qu'il y a des marques qui seraient intéressées, justement. Seiko, par exemple, il pourrait faire des watch face tout à fait intéressantes. Tu vois, des marques de montres qui en feraient, ce serait drôle. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont limité l'accès. Enfin, je sais pas, mais c'est particulier. Mais je suis d'accord avec toi. Allez, on va dire que c'est ton what the fuck de la semaine. Bah ouais, c'est comme ça. C'est le ton tien, comme on dit. Merci en tout cas, Bruno. Merci également pour ce gros compte-rendu de la keynote, dont on reparlera. Hein, je tiens à le répéter. Il y a certainement des éléments là-dedans qui vont remonter et qui vont encore nous énerver peut-être dans les semaines à venir. Et on en reparlera avec les différents chroniqueurs des technos. Merci également à Xavier. Avec plaisir. À qui on dit à très bientôt. On se retrouvera, je pense, Xavier, pour le 130e épisode. Ce sera le dernier de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Et si j'ai bien le planning des prochains épisodes en tête. Il y a des hors-séries qui s'en viennent, etc. Et puis, je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours à peine pour poser vos questions et nous faire vos propositions de hors-série. On essaiera d'en tenir compte pour cet été, mois de juillet, mois d'août. Et puis, s'il y en a en trop, on les gardera en réserve pour la rentrée également. Donc, n'ayez crainte, c'est pas perdu. Donc, allez-y, laissez-nous vos messages, Xavier. Ou s'il y en a qui nécessitent un peu plus de préparation aussi, puisque certains sujets sont un peu à préparer. Oui, il y a quand même pas mal de choses, tu fais bien de le rappeler, qu'on maîtrise un petit peu moins, mais qu'on a envie aussi d'explorer, et donc il va falloir un petit peu bouquiner, se renseigner, et donc ça prend un petit peu de temps en plus. Donc là, probablement qu'ils seront portés plus loin dans l'été, au mois d'août, voire peut-être au mois de septembre, puisqu'il y aura également encore des hors-séries au mois de septembre, à la rentrée, évidemment. Merci à tous les deux, merci Xavier, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.